J'étais allongé dans un lit d'hôpital, branché à une machine de chimiothérapie, luttant pour ma vie. Ma mère est entrée, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit qu'il coupait mes fonds médicaux. Pourquoi? Parce que mon jeune frère avait été accepté à Columbia, et que mon cancer reviendrait probablement de toute façon. Elle m'a même dit de ne pas être égoïste. Je ne le savais pas encore, mais ce n'était même pas la partie la plus monstrueuse de leur plan. Avant de vous dire comment tout cela s'est terminé et comment je leur ai tout pris, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires. Prenez une bonne tasse de café chaud, asseyez-vous et écoutez toute l'histoire. Le bip aigu et rythmé de la pompe était le seul son dans la pièce stérile quand ma mère est entrée. J'avais 24 ans et j'étais exactement à mi-chemin d'un protocole de chimiothérapie épuisant et brutal pour une leucémie aiguë. Je commençais enfin à voir la lumière au bout d'un tunnel très sombre et terrifiant. Mes analyses sanguines s'amélioraient. L'épuisement était toujours lourd, tirant sur mes os chaque fois que j'essayais de m'asseoir. Mais la douleur atroce et profonde des tissus qui avaient complètement défini les derniers mois de ma vie s'est enfin levée. J'étais en train de gagner. J'allais réellement survivre. Evelyne, ma mère, n'avait pas apporté de fleurs cette fois. Elle n'avait pas ce regard doux et parfaitement exercé de préoccupation maternelle qu'elle portait habituellement comme un masque lorsque les infirmières de l'hôpital planaient autour de mon lit. Elle a fermé la lourde porte en bois silencieusement derrière elle, s'assurant qu'elle se fermait à clé. Elle a marché jusqu'au bord de mon lit, ses talons claquant fortement sur le sol en linoléum et s'est assise dans la chaise de visiteur. Sa posture était complètement rigide. Son visage était un masque de froideur calculatrice. « Mason, nous devons parler de tes coups de traitement », a-t-elle commencé. Sa voix était complètement plate, entièrement dépourvue de toute chaleur ou émotion. J'ai cligné des yeux. Mon cerveau encore un peu embrumé par les puissants médicaments antinausées qui pompaient dans mes veines. Qu'en est-il? Le docteur Elia vient de me dire hier que l'assurance couvrait la majeure partie des grosses procédures et que le reste provenait directement du compte d'épargne santé. Nous sommes sur la bonne voie. Elle a lissé une ride invisible sur sa jupe de designer coûteuse, refusant de me regarder dans les yeux. Oui, eh bien, les choses ont changé. Carter a reçu sa lettre d'acceptation de l'université de Columbia hier matin. Carter, mon frère de 19 ans, l'enfant prodige, le centre absolu de leur univers depuis le jour où il a poussé son premier soupir. C'est génial, ai-je dit d'une voix rauque, luttant pour me redresser un peu plus contre les oreillers d'hôpital raide. Mais qu'est-ce que son acceptation à l'université a à voir avec mon traitement contre le cancer? Elle a soupiré. C'était le genre de soupir lourd et dramatique qu'un parent donne à un tout petit qui pose trop de questions agaçantes. Columbia est extrêmement cher, Mason. Les frais de scolarité, le logement à New York, le style de vie dont il a besoin pour créer des contacts correctement. Nous avons examiné les chiffres et nous avons décidé que nous devions réaffecter les fonds familiaux. Nous arrêtons les paiements de ta chimiothérapie après cette semaine. Le fonds universitaire est prioritaire. L'air m'a instantanément coupé la respiration. Le moniteur cardiaque à côté de moi a émis un bip aigu. Son rythme régulier s'est transformé en un tempo rapide et frénétique. Je la fixais, attendant la chute, attendant qu'elle dise que c'était une sorte de blague terrible et macabre. Vous coupez mon traitement? Ma voix s'est brisée, semblant faible et pathétique dans la pièce silencieuse. Maman, le docteur Elia a dit, si j'arrête le protocole maintenant, le cancer revient. Revient bien pire. Je vais littéralement mourir. Elle n'a pas scié. Elle m'a regardé droit dans les yeux avec une froideur qui me donne encore de terribles cauchemars à ce jour. Tu as eu une belle vie, Mason, mais soyons réalistes. Ton cancer reviendra probablement de toute façon plus tard. Pourquoi vider nos finances familiales, prolongeant l'inévitable? L'éducation d'élite de Carter est un investissement dans l'avenir de cette famille. Tu ne devrais pas être égoïste à ce sujet. Nous veillerons à ce que tu sois à l'aise à la fin. Nous avons même examiné des arrangements funéraires abordables afin que tu n'aies pas à te soucier de la logistique le moment venu. Ma propre mère, assise sur mon lit d'hôpital, me traitait d'égoïste parce que je voulais survivre. Elle choisissait activement de financer l'expérience universitaire de mon frère avec l'argent exact qui me maintenait en vie. Ma mâchoire s'est serrée si fort que j'ai cru que mes dents allaient se briser. Mes mains tremblaient violemment tandis que je serrais la fine et rêche couverture d'hôpital. Je ne pouvais pas parler. L'ampleur de la trahison a paralysé mes cordes vocales. Elle s'est levée,
m'a tapoté l'épaule d'une manière pathétique et légère, et est sorti de la pièce. La porte s'est refermée, me laissant entièrement seul. Mais la vérité absolue est que j'avais toujours été seul dans cette famille. Pour comprendre comment une mère pouvait regarder son fils mourant dans les yeux et lui dire que sa vie ne valait pas le coup d'une chambre d'étudiant, il faut comprendre les 24 ans qui ont mené à ce moment exact. En grandissant, il y avait deux réalités très distinctes sous le toit de notre maison de banlieue. Il y avait le monde de Carter, baigné de soleil, de louanges infinies et de soutien inconditionnel. Et puis il y avait mon monde, une existence calme et invisible vécue entièrement dans l'ombre. Quand j'avais 8 ans, j'ai gagné la foire scientifique régionale pour tout le district. J'avais passé 6 semaines à construire un modèle entièrement fonctionnel d'une ville à énergie renouvelable à partir de pièces électroniques recyclées, trouvées à la poubelle. J'étais si incroyablement fier. Je me souviens d'être resté au milieu du gigantesque gymnase de l'école, tenant ce lourd trophée brillant, attendant que mes parents viennent me chercher. J'ai attendu 2 heures. Le gymnase s'est lentement vidé. Le concierge a commencé à balayer les sols et à éteindre les lumières au-dessus. J'ai finalement marché jusqu'au téléphone public et j'ai appelé la maison. Personne n'a répondu. Il a commencé à pleuvoir. Ce n'était pas juste une légère bruine, mais une pluie torrentielle, glaciale, d'automne. J'ai marché 2 kilomètres entiers jusqu'à la maison dans l'obscurité, serrant ce trophée en plastique contre ma poitrine pour le protéger de l'eau. Quand je suis finalement entré par la porte d'entrée, trempé jusqu'aux os, tremblant de froid de manière incontrôlable, la maison était remplie de monde. Il y avait des ballons colorés partout, un immense buffet traiteur sur la table à manger, et une énorme bannière accrochée dans le salon qui disait « Félicitations, Carter ». Carter, qui avait 3 ans à l'époque, avait réussi une semaine de propreté. C'était la raison de la célébration. Ma mère m'a regardé, son visage se tordant d'agacement alors que l'eau de pluie dégoulinait de mes cheveux sur son sol en bois impeccable. Mason, va immédiatement dans le vestibule. Tu fais un désordre terrible. Et range cette saleté, a-t-elle dit, désignant vaguement mon trophée de première place. Cette seule nuit fut la dynamique déterminante de toute mon enfance. Quand Carter a eu 10 ans, il a eu une cabane dans les arbres sur mesure dans le jardin et une fête somptueuse avec 50 invités. Quand j'ai eu 10 ans, j'ai eu une brève tape dans le dos et une liste de corvées laminées pour l'été. J'ai appris très tôt à ne plus demander de choses. J'ai commencé à faire ma propre lessive en 3e année. Je préparais mes propres déjeuners chaque matin. J'allais à l'école tous les jours par un froid glacial pendant que mon père conduisait Carter dans son SUV de luxe chauffé, même si mon collège était directement sur le chemin. Chaque fois que j'osais questionner l'injustice flagrante, l'intense manipulation psychologique commençait. Nous vous aimons tous les deux également, Mason, disait mon père, sans même prendre la peine de lever les yeux de son journal ou de son téléphone. Tu es juste trop sensible à nouveau. Tu as une terrible habitude d'imaginer des choses qui ne sont pas là. Quand j'avais 17 ans, j'ai obtenu une bourse partielle pour un camp d'été de codage d'élite dans une université prestigieuse. C'était le genre d'opportunité qui aurait pu lancer toute ma carrière professionnelle. J'avais juste besoin que mes parents couvrent les $500 restants et me conduisent 3 heures jusqu'au campus. Ma mère n'a même pas jeté un coup d'œil à la lettre d'acceptation officielle. C'est gentil, Mason, mais Carter a ses éliminatoires de ligue de baseball de voyage tout ce mois-là. Nous ne pouvons absolument pas nous permettre le temps ni l'argent pour te conduire. Il doit construire son CV sportif pour son fonds universitaire. Je les regardais faire leur bagage chaque week-end pour les matchs de baseball de Carter, me laissant entièrement seul dans une maison calme avec une pizza surgelée et une haute pile de livres de bibliothèque. J'ai réalisé à ce moment-là que je n'étais qu'un personnage secondaire dans leur parfait portrait de famille. Je n'étais pas un fils. J'étais une obligation gênante. Ils attendaient simplement de me voir vieillir. Alors, le jour même de l'obtention de mon diplôme d'études secondaires, j'ai fait mes bagages dans un sac de sport bon marché et je suis parti. Je ne leur ai pas demandé un sou. Je n'ai pas regardé en arrière. Les 6 années suivantes de ma vie furent un flou de travail acharné, épuisant et incessant. J'ai occupé 2 emplois terribles juste pour me payer un collège d'État local. Je mangeais des ramen instantanés bon marché presque tous les soirs, vivais dans un appartement exigu et froid avec 3 colocataires désordonnés, et dormais peut-être 4 heures par nuit si j'avais de la chance. J'étais farouchement déterminé à prouver au monde et à moi-même que je n'avais pas besoin d'eux. Je n'avais pas besoin de leur argent, de leur fausse approbation, ou de leur vie hypocrite parfaitement manucurée.
Au moment où j'ai eu 24 ans, les choses commençaient enfin à se mettre en place. J'avais décroché un emploi d'entrée de gamme très solide dans une entreprise de logistique technologique en croissance rapide dans la ville. Je travaillais volontiers 60 heures par semaine, faisais des heures supplémentaires, visant une promotion massive et une augmentation de salaire qui me donnerait enfin la sécurité financière que j'avais désirée toute ma vie. Je construisais une vie entièrement selon mes propres termes. Le seul lien qui me restait avec mes parents était ma police d'assurance maladie. Selon la loi américaine, je pouvais légalement rester sur leur plan familial jusqu'à mes 26 ans. Et comme j'avais versé une partie de mon propre salaire sur notre compte d'épargne santé familiale partagé pendant des années, mon père m'avait convaincu que c'était financièrement judicieux de maintenir cette situation. Puis, de nulle part, les ecchymoses ont commencé à apparaître. Au début, j'ai ignoré. J'ai pensé que je me cognais maladroitement contre les bureaux dans le bureau très fréquenté, mais elles ont commencé à apparaître partout. Des marques violettes foncées et en colère sur mes jambes, mes bras, sur ma cage thoracique. Puis est venue la fatigue écrasante et inexplicable. Je me traînais physiquement jusqu'à mon bureau, ma vision s'estompant fréquemment, mon cœur battant irrégulièrement juste en montant un seul escalier. Je l'ai ignoré. J'avais passé toute ma vie à ignorer la douleur physique et émotionnelle parce que me plaindre ne m'a jamais mené nulle part dans mon enfance. J'ai pris agressivement des analgésiques en vente libre, bu des quantités incroyablement dangereuses de boissons énergisantes fortement caféinées, et j'ai gardé les yeux entièrement fixés sur cette promotion à venir jusqu'à un mardi après-midi aléatoire fin novembre. J'étais debout dans la salle de pause terne du bureau, me versant une tasse de café éventé quand la pièce s'est soudainement et violemment inclinée. Les lumières fluorescentes bourdonnantes au-dessus ont éclaté d'une luminosité aveuglante. Un sifflement aigu m'a percé les tympans, et le sol en linoléum s'est précipité vers mon visage. Je me suis réveillé quelques heures plus tard à l'odeur âpre stérile d'une salle d'urgence d'hôpital, et une voix 4 était déjà solidement scotchée à mon bras. Un médecin aux yeux gentils et incroyablement fatigué, le docteur Elia, se tenait au-dessus de mon lit, tenant un épais presse-papier. « Mason », a-t-il dit doucement, son ton me disant instantanément que ma vie était sur le point de changer. « Tes analyses de sang sont revenues du laboratoire. »« Ce n'est pas bon », a-t-il expliqué. « Le nombre de globules blancs, les cellules blastiques agressives, la nature terrifiante de tout cela. Leucémie myéloïde aiguë. » Elle était avancée. Mon corps me lâchait complètement. Je suis resté là, fixant le plafond, traitant le fait cruel que ma détermination implacable à fuir mon passé misérable s'était heurtée de plein fouet à un mur de cellules malades et mutantes. Le personnel hospitalier a automatiquement contacté mes contacts d'urgence enregistrés. Mes parents, je m'attendais à ce qu'ils envoient simplement un SMS poli ou fassent peut-être un bref appel téléphonique gênant depuis leur salon. Au lieu de cela, moins d'une heure plus tard, ils ont fait irruption par les portes d'urgence de l'hôpital comme un ouragan chaotique de chagrin absolu. Ma mère s'est littéralement jetée sur mon lit d'hôpital, sanglotant de manière incontrôlable dans les couvertures. Elle m'a caressé les cheveux, des larmes brûlantes coulant sur son visage parfaitement maquillé, criant fort à quel point le monde était injuste, à quel point son précieux et beau garçon souffrait tant. Mon père se tenait stoïque au pied du lit, le visage pâle et tiré, s'essuyant à plusieurs reprises les yeux avec un mouchoir en tissu. Pour la première fois de mes 24 ans d'existence, j'étais le centre absolu de leur attention. Ils ont apporté des ballons d'hélium coûteux. Ils ont commandé des plats somptueux de mes restaurants préférés. Ils se sont assis sur ces chaises en plastique horriblement inconfortables à côté de mon lit pendant des heures pendant que la toute première série de chimiothérapie toxique brutale goûtait lentement dans mes veines. Quand mes cheveux ont commencé à tomber en touffes massives et terrifiantes quelques semaines plus tard, ma mère m'a en fait tenu la main fermement et m'a dit que j'étais la personne la plus courageuse qu'elle ait jamais connue. C'était incroyablement enivrant. La chimiothérapie détruisait activement mon corps, me rendant violemment malade pendant des jours, me dépouillant de chaque once de ma dignité physique. Mais émotionnellement, je ne m'étais jamais senti aussi en sécurité. Le petit garçon profondément blessé en moi qui était rentré seul sous la pluie glaciale s'est enfin senti vu et validé. Je me suis bêtement permis de croire que la pure terreur de perdre un enfant les avait réveillés. Ils ont réalisé qu'ils m'aimaient réellement. 3 longs mois d'agonie ont passé. Le protocole de traitement était agressif, me confinant au service d'oncologie. Mais le docteur Elia était incroyablement optimiste. « Tu es un battant, Mason », m'a-t-il dit un matin, examinant avec bonheur les résultats de ma dernière biopsie de moelle osseuse. Le cancer répond magnifiquement aux médicaments. Les cellules blastiques diminuent rapidement.
Nous n'avons plus qu'à terminer le protocole restant. Si nous maintenons le cap maintenant, tes chances de rémission totale à long terme sont incroyablement élevées. J'ai littéralement pleuré de joie quand il m'a dit ça. Ma mère m'a serré fort dans ses bras et mon père m'a serré l'épaule avec ce qui ressemblait à une fierté sincère. Je pensais que nous avions survécu au pire cauchemar ensemble. Je pensais que le cancer, ironiquement, avait été l'événement tragique qui avait enfin sauvé ma famille. J'étais un fou absolu. La réalité était bien plus sombre. La belle illusion s'est complètement brisée un mardi après-midi aléatoire. Je scrollais machinalement sur les réseaux sociaux sur mon téléphone. Essayant désespérément de me distraire de la nausée persistante et horrible de ma dernière séance de chimio, le visage de Carter est soudainement apparu sur mon fil d'actualité. C'était une photo de haute qualité de lui se tenant fièrement dans la large allée de banlieue de nos parents. Il tenait une chemise rouge cramoisie, une lettre d'acceptation officielle de l'Université de Columbia. Mais la lettre n'était pas le point focal de la photo. Garée directement derrière lui, étincelante au soleil avec un énorme, ridicule nœud rouge collé sur le capot, se trouvait une Porsche 911 noire neuve. La légende sous la photo disait « Direction Columbia ». Un grand merci aux meilleurs parents du monde pour le cadeau de fin d'études ultime. Prochaine étape, New York. J'ai fixé l'écran lumineux jusqu'à ce que mes yeux brûlent physiquement. Une Porsche. Je connaissais assez bien les voitures pour savoir que c'était facilement un véhicule à 100 000 $, peut-être beaucoup plus avec des options personnalisées. Je savais que mes parents réussissaient financièrement dans leur carrière, mais ils n'étaient certainement pas des milliardaires. Ils étaient au mieux de la classe moyenne supérieure. Acheter une voiture de sport de luxe en espèces était une chute massive de liquidité. Mon esprit s'est emballé, reliant frénétiquement des points que je ne voulais désespérément pas relier. Le compte d'épargne santé qu'il contrôlait. Les franchises d'assurance dont il s'était plaint. Les conversations tendues et chuchotées que j'avais vu mes parents avoir dans le couloir devant ma chambre dernièrement quand ils pensaient que je dormais. Exactement 2 heures après avoir vu ce poste, ma mère est entrée dans ma chambre d'hôpital et a prononcé son horrible discours. Le discours où elle m'a froidement dit qu'il coupait définitivement mes fonds médicaux. Le discours où elle m'a traité de fardeau égoïste parce que je voulais vivre. Alors qu'elle sortait de la pièce, me laissant complètement seul avec le bip rythmique des machines de survie que j'étais sur le point de perdre. Le terrible calcul a finalement pris tout son sens. Il n'était pas à court d'argent. Ils n'avaient pas heurté un mur financier soudain. Ils ont regardé leur compte bancaire. Ils ont regardé le coût projeté de mes cycles de chimiothérapie restants pour me sauver la vie. Ils ont regardé le coût exorbitant des frais de scolarité de la Ivy League de Carter et de sa nouvelle voiture de sport brillante. Et ils ont fait un choix conscient et calculé. Ma survie continue n'était qu'une dépense frustrante qui interférait avec le style de vie d'élite de Carter. Les 3 mois de larmes et de maintenue n'étaient pas nés d'un amour maternel soudain. Ils jouaient un rôle. Ils jouaient le rôle de parents tragiques et dévoués pour le bénéfice du personnel de l'hôpital, attendant juste le moment le plus opportun pour débrancher sans paraître des monstres absolus au monde extérieur. Le chagrin s'est évaporé de ma poitrine instantanément. Le petit garçon désespéré qui voulait l'amour de sa mère est mort là, dans ce lit d'hôpital. Ce qui l'a remplacé était une fureur froide, dure, implacable. Il pensait que j'allais simplement céder, accepter mon destin et mourir tranquillement pour qu'il puisse sauver les apparences. Ils ont choisi le mauvais fils à abandonner. La seconde exacte où la lourde porte s'est refermée derrière ma mère. Je n'ai pas versé une seule larme. Je n'ai pas paniqué ni hyperventilé. La pure audace de sa trahison a déclenché un interrupteur massif au fond de mon cerveau. La faiblesse persistante dans mes membres a disparu, instantanément remplacée par une immense poussée d'adrénaline de pure survie. J'ai violemment attrapé mon téléphone sur la table de chevet. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais d'une rage si profonde et intense qu'elle ressemblait à de l'électricité brute bourdonnant sous ma peau. Je n'avais pas les économies personnelles pour payer les traitements coûteux restants de ma poche. Mes parents contrôlaient légalement le compte d'épargne santé spécifique sur lequel je versais mon salaire depuis des années, le détenant sous leur politique familiale. Si je manquais le prochain cycle crucial de chimio, les cellules mutées se multiplieraient rapidement. La leucémie reviendrait avec une vengeance, complètement immunisée contre les médicaments qui me sauvaient actuellement la vie. J'ai appuyé sur le bouton d'appel de l'infirmière, fixé à la barre de mon lit. J'ai appuyé encore et encore, écrasant mon pouce contre le plastique jusqu'à ce qu'il se fissure.
Une infirmière surprise a couru dans la pièce, mais je l'ai complètement ignorée. Appelez le docteur Elia maintenant. Dites-lui que c'est une urgence financière massive de vie ou de mort. Le docteur Elia a pratiquement sprinté dans la pièce 5 minutes plus tard, son stéthoscope balançant sauvagement autour de son cou. Mason, qu'est-ce qui ne va pas? Avez-vous mal? Vos signes vitaux sont. Mes parents coupent mon financement, les jeux interrompus, ma voix nette, claire et dépourvue de toute faiblesse. Ma mère vient de quitter cette pièce. Elle m'a dit qu'il réorientait tout l'argent vers les frais de scolarité de mon frère. Il refuse officiellement d'autoriser les quotes-parts d'assurance et me bloque complètement l'accès au compte d'épargne. Le docteur Elia s'est arrêté net. Le comportement professionnel et incroyablement calme qu'il affichait toujours dans le service s'est brisé instantanément. Sa mâchoire s'est serrée si fort que j'ai pu entendre ses dents grincer et une veine bleue visible palpiter de colère sur sa tempe. Excusez-moi, ils vous font quoi? J'ai répété mot pour mot. Je lui ai parlé du message sur les réseaux sociaux avec la Porsche. Je lui ai parlé de la priorité des frais de scolarité de Columbia. Je lui ai dit qu'elle avait réellement dit que mon cancer reviendrait probablement de toute façon. J'ai vu un guérisseur profondément compatissant se transformer en un avocat furieux et implacable sous mes yeux. Le docteur Elia a claqué son lourd presse-papier sur la table de chevet, faisant tomber une tasse en plastique au sol. Absolument pas, a-t-il grogné, sa voix vibrant de rage. Arrêtez votre protocole maintenant et médicalement catastrophique. Vous êtes dans la phase la plus critique de récupération. Si nous arrêtons la chimio maintenant, tout ce que nous avons fait est anéanti. Vous vous effondrez immédiatement et vos chances de survie tomberont à zéro. Il a sorti son beeper d'hôpital, ses doigts volant sur les boutons. Ils pensent qu'ils peuvent simplement abandonner un patient dépendant en plein traitement à cause d'une voiture. Pas dans mon hôpital. J'appelle les services sociaux et notre chef de liaison juridique maintenant. Il m'a regardé, ses yeux brûlants d'un feu protecteur intense. Concentrez-vous sur le repos et restez fort. Laissez-moi m'occuper des monstres. 20 minutes plus tard, un homme élégamment vêtu nommé Wyatt est entré dans ma chambre d'hôpital. C'était l'assistant social principal de l'hôpital, un homme qui semblait avoir vu le pire de l'humanité au cours de décennies de travail et qui n'en était absolument pas perturbé. Il a tiré une chaise, a ouvert un épais bloc-notes juridique jaune et n'a pas offert de platitudes vides et agaçantes. Le docteur Elia m'a informé de la situation, a déclaré Wyatt, cliquant agressivement sur son stylo. J'ai besoin que vous me racontiez tout, pas seulement ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai besoin de toute l'histoire familiale. Établir un schéma à long terme de négligence extrême et de manipulation financière est exactement la façon dont nous allons briser leur contrôle légal sur vos biens médicaux. Je lui ai raconté 24 années douloureuses passées à être un fantôme complet dans ma propre famille. Je lui ai parlé de la foire scientifique sous la pluie, du camp d'été annulé, du favoritisme flagrant et extrême manifesté envers Carter. J'ai expliqué en détail comment mon salaire durement gagné avait été systématiquement canalisé vers le compte d'épargne santé familiale parce que mon père m'avait agressivement convaincu que c'était plus intelligent pour les impôts, piégeant ainsi mon propre argent sous son nom légal. Wyatt écrivait furieusement, son expression s'assombrissant de minute en minute. C'est un abus financier classique, a-t-il déclaré platement, sans lever les yeux de ses notes. Ils utilisent des failles juridiques pour contrôler complètement votre accès aux soins qui vous sauvent la vie parce que vous êtes légalement un adulte sur leur police et qu'ils sont les principaux titulaires du compte. Ils pensent qu'ils détiennent toutes les cartes et peuvent simplement vous affamer. Il a fait une pause, me regardant droit dans les yeux avec un sérieux absolu. Mason, j'ai un avocat incroyablement agressif en composition rapide qui se spécialise dans les droits médicaux et les cas d'émancipation financière. Son nom est Gabriel. Il travaille pro bono pour les patients en crise mortelle. Nous allons déposer une injonction juridique d'urgence demain matin. Nous allons traîner vos parents devant les tribunaux, geler ce compte d'épargne immédiatement et forcer la compagnie d'assurance à traiter exclusivement avec vous. Pouvons-nous vraiment faire cela à temps, ai-je demandé, ma voix trahissant enfin un léger indice de l'immense peur qui bouillonnait en moi. Mon prochain cycle de chimio est prévu dans exactement 4 jours. Nous devons le faire, a répondu Wyatt, son ton ne laissant aucune place au doute. Ou vous mourrez. C'est vraiment aussi simple que ça. La machinerie juridique de l'hôpital s'est mise en marche rapidement en coulisses. Gabriel, l'avocat que Wyatt avait recommandé, a pris mon dossier immédiatement par téléphone. Mon conseiller juridique m'a strictement ordonné de ne contacter mes parents sous aucune circonstance.
L'après-midi suivant, la porte de ma chambre s'est ouverte et mon meilleur ami, Julien, est entré. Julien et moi étions incroyablement proches depuis notre première année de lycée. Il connaissait intimement ma terrible dynamique familiale. Il savait exactement à quel point j'avais travaillé dur pour m'éloigner d'eux et construire ma propre vie. « Mec, tu as l'air terrible », a dit Julien, offrant un sourire faible et trop forcé alors qu'il s'asseyait lourdement sur la chaise des visiteurs. « C'est la chimio », ai-je répondu, sincèrement soulagé de voir un visage familier et amical. « Mais ça marche réellement. » « Écoute, mec. Les choses sont devenues totalement folles. Mes parents juste. » « Je sais », l'a interrompu Julien doucement. Il a baissé les yeux sur ses baskets coûteuses, évitant délibérément mon regard. « Ta mère m'a appelé hier soir. » Un frisson froid et terrifiant m'a instantanément envahi la nuque. « Elle t'a appelé ? Pourquoi elle t'appellerait ?» Julien s'est déplacé incroyablement mal à l'aise sur la chaise en plastique. « Mason, tu dois regarder ça logiquement, d'accord ? Tu traînes ta famille dans la boue. Ta mère est complètement effondrée. Elle a dit que tu menaçais de les poursuivre en justice, de geler leur compte bancaire juste au moment où Carter essaie de construire son avenir à New York. » Je le fixais, mon cerveau luttant pour traiter les mots qui sortaient de la bouche de mon meilleur ami. La pièce est soudainement devenue très petite et dépourvue d'oxygène. Ils essaient d'arrêter mon traitement contre le cancer, Julien. Ils lui ont littéralement acheté une Porsche au lieu de payer ma chimio. C'est leur argent, Mason. La voix de Julien s'est soudainement élevée. Un ton dur et défensif. Et regarde-toi. Tu souffres tellement. Ta tante Sarah m'a dit que les médecins te donnent juste de faux espoirs pour gonfler leurs factures. Peut-être qu'il est temps d'accepter les choses, tu sais ? D'aller dans un bon programme de soins palliatifs. Arrête de déchirer ta famille pour quelques mois de douleur supplémentaires. Mon sang s'est transformé en glace absolue. Et Sarah, la manipulatrice et commère ultime de la famille qui m'avait toujours haï. Mais entendre Julien, mon plus proche confident, répéter leurs arguments malades, cela n'avait aucun sens. Puis je l'ai remarqué. Dépassant légèrement de la poche intérieure avant de la veste de Julien se trouvait une épaisse enveloppe bancaire blanche. Le rabat était lâche. Je pouvais clairement voir le bord vert et net de billets de $100. Ils t'ont payé, ai-je demandé. Ma voix était dangereusement calme, coupant le bourdonnement de l'équipement médical. La main de Julien a volé à la poche de sa veste, son visage perdant instantanément toute couleur. Mason, non. Écoute, ce n'est pas comme ça. Ton père m'a juste donné de l'argent pour l'essence et pour s'assurer que je vienne ici pour te raisonner. Il t'aime, mec. Ils veulent juste la paix. Ils avaient acheté mon meilleur ami. Ils lui avaient littéralement remis une pile d'argent pour qu'il vienne à mon chevet et me convainque d'abandonner et de mourir tranquillement pour leur épargner un casse-tête juridique. Sors d'ici, ai-je grogné, pointant un doigt tremblant et meurtri vers la porte. Mason, allez, sois raisonnable. Sors d'ici, ai-je crié, le moniteur cardiaque hurlant un avertissement fort en réponse à mon pouls qui montait en flèche. Dis à mes parents qu'ils ont gaspillé leur putain d'argent. Et si tu montres encore ta tête près de moi, je ferai en sorte que la sécurité de l'hôpital te traîne dehors par les cheveux. L'univers n'avait apparemment pas fini de tester mon point de rupture cette semaine-là. Seulement 24 heures après la visite pathétique et payante de Julien, mon frère Carter est arrivé. Il se tenait maladroitement dans l'encadrement de la porte, l'air incroyablement déplacé dans le service d'oncologie. Il portait un sweat à capuche de marque ridiculement chère et les baskets en édition limitée que mes parents lui avaient achetées le mois dernier. Il avait l'air parfaitement en bonne santé, dynamique et incroyablement nerveux. Il est lentement entré et s'est tenu rigidement au pied de mon lit. « Salut, Maz. » Je ne l'ai pas salué. Je me suis contenté de le fixer, laissant le silence lourd et oppressant s'étirer jusqu'à devenir physiquement étouffant. Je l'ai délibérément laissé regarder les tubes en plastique qui sortaient de ma poitrine, mes yeux profondément enfoncés, ma peau pâle et maladive. Je voulais qu'il voie exactement ce que sa nouvelle Porsche me coûtait. Maman est complètement folle, a finalement lâché Carter, incapable de supporter plus longtemps le silence intense. Papa crie sur les avocats au téléphone dans le salon. Ils ont dit que tu avais déposé une sorte d'ordonnance d'urgence pour geler leur compte bancaire. Je l'ai fait, ai-je dit calmement,
ne montrant aucune émotion car ils ont volé l'argent de mon compte d'épargne santé auquel j'ai contribué pendant des années et ils essaient d'annuler définitivement mon traitement médical salvateur. Carter a baissé les yeux, ses épaules s'affaissant défensivement. Je n'ai pas demandé la voiture, Mason. Je jure devant Dieu, je leur ai dit que c'était beaucoup trop. Mais maman a insisté en disant que c'était pour les apparences quand j'arriverai à New York. Je me fous de la voiture, Carter, ai-je claqué, ma mince patience s'évaporant complètement. Ce qui m'importe, c'est que ma mère était assise sur cette chaise exacte à côté de laquelle tu te tiens. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que je devrais arrêter d'être égoïste et juste mourir pour qu'elle puisse facilement payer tes frais de scolarité. Carter a tressailli violemment comme si je l'avais frappé physiquement au visage. Elle n'a pas dit ça. Elle l'a fait. Et au fond de toi, tu sais qu'elle l'a fait. Je me suis penché en avant, luttant contre une vague de nausées soudaines. Alors, voici exactement où nous en sommes, petit frère. Je les emmène au tribunal. Je vais exposer tout ce qu'ils ont fait. L'abus financier, la négligence médicale, tout. Ils vont passer pour des monstres absolus aux yeux du monde entier. Les yeux de Carter se sont écarquillés de panique. Mason, s'il te plaît. Ça va tout gâcher. La presse locale, les voisins. Mon admission à Columbia pourrait être signalée et révoquée si nous sommes impliqués dans un énorme scandale juridique public. Toujours l'enfant chéri. Toujours exclusivement préoccupé par le CV et l'image. Je me bats pour ma vie, ai-je dit, ma voix tombant à un murmure bas et dangereux qui résonnait dans la pièce silencieuse. Vous vous inquiétez de ce que pensent les voisins du country club. Vous avez un choix énorme à faire maintenant, Carter. Vous pouvez vous tenir à leur côté, protéger vos frais de scolarité d'élite et votre voiture de sport, et être un complice silencieux de mon meurtre. Ou vous pouvez vous lever, être un homme pour la toute première fois de votre vie entière, et dire la vérité sur ce qui se passe dans cette maison. Je n'ai pas élevé la voix, mais le poids immense des mots l'a visiblement écrasé. Il est resté là une longue minute, les larmes montant à ses yeux. Il a ouvert la bouche pour parler, mais aucun mot n'est sorti. La lâcheté était trop profondément enracinée en lui. Il s'est retourné et est sorti de la pièce sans dire un mot. Très bien. S'ils voulaient tous une guerre, j'allais leur en donner une. La riposte juridique de mes parents fut incroyablement rapide et d'une saleté inimaginable. Ils engagèrent un avocat de haut vol, absolument impitoyable, nommé David. C'était le genre de gars qui portait des costumes sur mesure à $1000 et qui gagnait très bien sa vie en détruisant la réputation de personnes innocentes pour protéger ses clients riches et coupables. Juste 2 jours après que mon avocat, Gabriel, ait déposé notre injonction d'urgence, David a riposté avec une motion légale qui m'a retourné l'estomac. Gabriel est entré dans ma chambre tôt le matin, le visage incroyablement sombre, et m'a remis l'épaisse pile de documents juridiques. Lisez-le et essayez de ne pas vomir, a dit Gabriel, s'appuyant lourdement sur le rebord de la fenêtre et se frottant les tempes. J'ai parcouru agressivement les pages. David avait rédigé un véritable chef-d'œuvre d'assassinat de personnages. La motion affirmait officiellement que j'étais mentalement instable, souffrant actuellement de ce qu'il appelait une psychose induite par la chimiothérapie. Elle affirmait faussement que mes parents avaient complètement épuisé tout leur fonds liquide pour payer mes soins et que l'hôpital, ciblant spécifiquement le docteur Elia, manipulait malicieusement un jeune homme vulnérable et mentalement malade pour soutirer de l'argent à la famille en deuil pour des traitements inutiles et hautement expérimentaux, juste pour gonfler le service de facturation de l'hôpital. Ils essayaient activement de discréditer ma santé mentale afin que le juge rejette complètement mon témoignage et classe l'affaire. Peuvent-ils vraiment faire ça, ai-je demandé, mes mains tremblant physiquement de rage pure. Peuvent-ils simplement mentir à un juge comme ça? Ils peuvent essayer, a dit Gabriel calmement, bien que ses yeux soient féroces. C'est une campagne de diffamation classique. Ils veulent faire passer ça pour un désaccord familial tragique et émotionnel plutôt que pour un abus financier calculé. Ils misent entièrement sur le fait que le juge aura pitié des parents en deuil et ruinés. J'ai senti une immense vague de désespoir m'envahir. J'étais si épuisé. Mon corps luttait contre un cancer agressif. Et maintenant mon esprit devait lutter contre mon propre sang dans une arène juridique vicieuse. Mais je n'étais pas entièrement seul. Le personnel de l'hôpital s'était farouchement rallié autour de moi. La nouvelle s'était répandue parmi les infirmières sur ce que mes parents essayaient exactement de faire. Cet après-midi-là, une jeune femme est entrée prudemment dans ma chambre. C'était Chloé,
une fille avec qui je travaillais étroitement à la société de logistique. Nous n'étions pas incroyablement proches, la plupart du temps, nous partagions simplement des plaintes près de la machine à café du bureau. Mais elle avait l'air absolument furieuse. « Salut, Mason », a dit Chloé, laissant tomber un lourd sac fourre-tout sur une chaise. « Alors, j'ai entendu dire que tes parents étaient de véritables ordures. » J'ai laissé échapper un rire faible et très surpris. « Ouais, à peu près. » « Eh bien, tout le bureau l'a découvert, » a-t-elle dit, sortant son ordinateur portable. Quand les RH ont reçu l'avis officiel que ta famille essayait de résilier légalement ta couverture santé, mon manager est intervenu et j'ai créé un GoFundMe. Nous l'avons diffusé sur tout notre réseau d'entreprises. La communauté logistique est très unie. Elle a tourné l'écran lumineux vers moi. La page GoFundMe était intitulée « Aider Mason à vaincre le cancer et à défier le destin ». Le total des dons s'élevait à 15 000 $. Il était actif depuis moins de 24 heures. Cela ne couvrira pas tout, a dit Chloé doucement, ses yeux brillants de larmes non versées. Mais cela couvrira tes frais d'avocat immédiats et tes frais de subsistance une fois que tu sortiras d'ici. Tu ne te bats pas seul, Mason. Ta vraie famille est là. Je me suis effondré après des jours à retenir une rage toxique pure. Le simple acte de gentillesse sincère d'une collègue a brisé mes défenses émotionnelles. La nuit précédant l'audience cruciale d'urgence, le service d'hôpital était étrangement silencieux. J'étais allongé dans mon lit, fixant le plafond d'un air vide, répétant mentalement la chronologie misérable de ma vie pour le juge. J'étais terrifié. Si le juge achetait réellement les mensonges dégoûtants de David sur mon état mental, on me renverrait chez moi avec une bouteille d'analgésique et on me laisserait mourir. À exactement 23 heures, ma lourde porte en bois s'est ouverte violemment. Gabriel s'est précipité. Il ressemblait à un fou furieux. Sa cravate était complètement défaite. Ses cheveux étaient en pagaille, et il serrait agressivement une épaisse pile de papier surligné. « Réveille-toi » a-t-il dit d'urgence, tirant une chaise jusqu'au bord de mon lit. Ses yeux étaient grands ouverts avec une sorte de triomphe maniaque et terrifiant. « Gabriel, quelle heure est-il » ai-je marmonné, essayant d'éclaircir ma tête embrumée par la chimio. « Peu importe. Tu dois m'écouter attentivement » a-t-il dit, laissant tomber la lourde pile de papier sur mes genoux. Dans le cadre de la découverte financière obligatoire pour l'audience de demain, le juge a forcé David à remettre les relevés bancaires complets et non censurés de tes parents pour les 5 dernières années afin de prouver leur fausse allégation de difficultés financières. D'accord. Ont-ils caché de l'argent? Oh, ils ont caché de l'argent. Mais ce n'est pas la partie explosive. Gabriel a tapé avec enthousiasme sur une ligne spécifique d'un relevé bancaire datant de 3 ans. J'ai passé les 6 dernières heures à passer manuellement au crible des milliers de transactions. J'ai remarqué un paiement récurrent très suspect de 100 $ chaque mois, sans faute, allant à une LLC que je ne reconnaissais pas. J'ai plissé les yeux sur le papier dans la faible lumière. Qu'est-ce que c'est? Une deuxième hypothèque? Une propriété d'investissement secrète? Gabriel a secoué la tête, se penchant de manière inconfortable. Sa voix est tombée à un murmure rauque, épais d'un dégoût absolu. C'est un paiement de prime, Mason. J'ai fouillé profondément dans la LLC. C'est une filiale de Shell, une holding pour une grande compagnie d'assurance vie. Mon cerveau luttait pour suivre son rythme. Assurance vie? Pour qui? Mon père. Non, a dit Gabriel, ses yeux se fixant intensément sur les miens. Pour toi. Un frisson froid et terrifiant a traversé la pièce, s'installant profondément dans mes os. J'ai contacté un de mes amis qui travaille dans les enquêtes de fraude à haut niveau chez cette compagnie d'assurance spécifique. Gabriel a continué, ses mots venant incroyablement vite maintenant. Il a sorti le dossier confidentiel. Il y a 3 ans, juste après que tu aies quitté leur maison, tes parents ont souscrit une énorme police d'assurance vie sur toi. Ils en sont les seuls bénéficiaires. J'ai complètement arrêté de respirer. Combien? 500 000 $. La pièce a commencé à tourner violemment. Ils avaient une police d'1 demi-million de dollars sur ma vie. Mais ça empire encore, a dit Gabriel, sa voix tremblante d'un mélange écœurant d'admiration professionnelle et d'horreur personnelle. Mon ami a vérifié la base de données des réclamations actives. Il y a 2 semaines, juste après que ton diagnostic de cancer ait été confirmé comme très agressif, tes parents ont soumis les documents préliminaires à la compagnie d'assurance.
Ils ont formellement demandé des informations sur le processus de paiement accéléré pour une réclamation imminente. Ils ne voulaient pas seulement arrêter de payer mon traitement pour simplement économiser de l'argent. Ils voulaient ma mort pour pouvoir encaisser mon assurance vie. Ils allaient utiliser les 500 000 $ d'argent du sang pour financer facilement les frais de scolarité de Carter à Columbia, son style de vie somptueux et probablement leur propre retraite de luxe. Je n'étais pas seulement un fardeau financier pour eux. J'étais leur plus grand atout financier. Et ma mort était leur ultime jour de paix. J'ai regardé Gabriel, le choc initial se transformant lentement en une clarté froide, terrifiante, absolument impitoyable. « Appelez votre témoin », ai-je murmuré, ma voix sonnant comme si elle appartenait à un étranger. « Demain, nous allons les réduire en miettes. » Le matin de l'audience d'urgence fut d'un froid glacial. Gabriel a poussé mon fauteuil roulant à travers les lourdes portes acajou du tribunal de la famille. J'étais physiquement épuisé, mes os me faisaient mal à cause de la leucémie agressive et du cycle de chimiothérapie retardé. Mais mon esprit était plus vif que jamais. Je portais une simple chemise boutonnée qui pendait lâchement sur ma silhouette amincie. Je n'avais pas besoin de m'habiller pour ressembler à une victime. La réalité de mon corps défaillant parlait d'elle-même. Mes parents étaient déjà assis à la table de la défense. Evelyne portait un tailleur bleu marine conservateur et coûteux, ses cheveux parfaitement coiffés, ressemblant en tout point à la mère tragique de la classe moyenne supérieure. Arthur était assis à côté d'elle, fixant son bloc-notes d'un air vide. À côté d'eux se trouvait David, leur avocat coûteux, qui dégageait une aura écœurante de confiance arrogante. Ils ne m'ont même pas regardé quand Gabriel m'a emmené à la table du plaignant. Le juge Matthew, un homme au visage sévère avec des décennies d'expérience dans la gestion de familles brisées, a rappelé à l'ordre la salle d'audience. Il a examiné l'énorme pile de documents d'urgence que Gabriel avait déposés la veille. Son expression était illisible. Gabriel n'a absolument pas perdu de temps. Il a appelé le docteur Elia à la barre en premier. Le docteur Elia a marché jusqu'au box des témoins vêtu de sa blouse d'hôpital blanche immaculée, portant mon épais dossier médical. Il n'avait pas l'air nerveux. Il avait l'air furieux. Gabriel lui a demandé de décrire mon état médical exact. Le docteur Elia a parlé clairement et avec autorité, dépouillant tout jargon juridique. Il a expliqué au juge que ma leucémie aiguë était incroyablement agressive mais répondait miraculeusement bien au protocole actuel. Il a montré les graphiques. Il a pointé du doigt les comptes de blast en rapide diminution. Il a clairement indiqué que j'étais sur la voie directe de la rémission totale. Puis Gabriel a posé la question cruciale. Docteur Elia, que se passe-t-il si la famille de Mason réussit à mettre fin à son financement et que nous sommes forcés d'arrêter la chimiothérapie aujourd'hui? Le docteur Elia s'est penché vers le microphone. Mason mourra. Le cancer rebondira agressivement en quelques semaines, immunisé contre les traitements futurs. Arrêter ses soins maintenant n'est pas une décision financière. C'est une sentence de mort. C'est médicalement catastrophique. David s'est levé pour son contre-interrogatoire. Boutonnant sa coûteuse veste de costume, il a fait de son mieux pour rabaisser le docteur. Il a posé des questions tendancieuses, essayant de dépeindre le docteur Elia comme un administrateur hospitalier cupide poussant des traitements expérimentaux coûteux sur un garçon mourant juste pour gonfler les chiffres du service de facturation de l'hôpital. Il a soutenu que mes parents avaient simplement manqué de liquidité, qu'ils avaient épuisé leurs salaires et leurs économies, et que protéger le fonds universitaire de mon frère Carter était une limite financière tout à fait raisonnable pour une famille confrontée à la faillite. David a même évoqué la voiture de luxe. « Votre honneur », a dit David avec douceur. Le plaignant a fait des accusations fantaisistes concernant un véhicule acheté pour son frère. Cette voiture a été achetée en utilisant un compte d'épargne à long terme séparé spécifiquement désigné pour l'obtention du diplôme de Carter. Cela n'a absolument rien à voir avec la garde médicale de Mason ou ses coûts de traitement. Mes clients sont simplement à court d'argent. J'ai regardé ma mère hocher la tête en signe d'accord, s'essuyant les yeux secs avec un mouchoir. Ils croyaient vraiment qu'ils allaient s'en sortir. Ils pensaient que leur réputation immaculée et les paroles habiles de David éclipseraient la vérité. Ils n'avaient aucune idée de ce que Gabriel tenait dans sa mallette. Gabriel s'est levé pour sa réplique. Il n'a pas regardé David et il n'a pas regardé mes parents. Il a regardé directement le juge Matthew. « Votre honneur », a dit Gabriel, sa voix forte et claire dans la salle d'audience silencieuse. La défense affirme que mes clients sont entièrement à court de fonds.
Ils affirment qu'ils prennent une décision financière tragique mais nécessaire pour protéger leurs actifs restants et le fonds universitaire de Carter. Je voudrais appeler notre prochain témoin à la barre, Monsieur Aaron Vance. Mes parents ont échangé un regard confus. David a froncé les sourcils rapidement, feuilletant sa copie de la liste des témoins. Aaron, un homme à l'air nerveux dans un costume froissé, a traversé les doubles portes et a prêté serment. Il travaillait comme enquêteur principal en sinistre pour l'une des plus grandes compagnies d'assurance vie du pays. Gabriel s'est approché de l'estrade, tenant un seul document surligné. Monsieur Vance, a commencé Gabriel, pourriez-vous s'il vous plaît vérifier votre employeur et votre rôle spécifique? Aaron s'est éclairci la gorge. Je suis enquêteur principal dans la division fraude et réclamations anticipées pour National Heritage Life Insurance. Gabriel a remis le document surligné à l'huissier du tribunal qu'il a transmis au juge Matthew. Monsieur Vance, pouvez-vous confirmer les détails de la police décrits dans ce document? Oui, a dit Aaron, ajustant ses lunettes. Il s'agit d'une police d'assurance vie entière souscrite il y a 3 ans. La personne assurée est maçonne. Les principaux titulaires de la police et uniques bénéficiaires sont Arthur et Evelyn. Un silence lourd et étouffant s'est abattu sur la salle d'audience. J'ai regardé la table de mes parents. Le visage de mon père s'est complètement vidé de sa couleur, virant à un gris cendre maladif. Ma mère s'est figée, le mouchoir à mi-chemin de son visage, ses yeux écarquillés d'une terreur soudaine et absolue. Et quel est le montant exact du versement de cette police au décès de Mason, a demandé Gabriel, sa voix aussi tranchante qu'une lame de rasoir. La prestation de décès est de 500 000 $, a déclaré Aaron clairement. Le juge Matthew a reculé physiquement. Il a levé les yeux du document, ses yeux dardant entre Aaron et mes parents. L'ampleur du chiffre a résonné sur les murs lambrissés. $1 demi-million. Monsieur Vance, une dernière question, a dit Gabriel, s'appuyant lourdement sur l'estrade, se préparant à porter le coup de grâce. Y a-t-il eu une activité récente sur cette police spécifique? Aaron a hoché la tête. Oui. Il y a 2 semaines, les bénéficiaires ont soumis une demande formelle. Ils ont demandé le calendrier exact et la documentation médicale requise pour accélérer une demande de prestation de décès. Ils ont spécifiquement demandé si une note du médecin traitant indiquant que tout traitement supplémentaire était futile accélérerait le processus de paiement. La salle d'audience a éclaté. David a bondi sur ses pieds, criant des objections, son visage rougi de panique. Il n'avait clairement aucune idée de l'existence de cette police. Mes parents avaient menti à leur propre avocat. Le juge Matthew a frappé son marteau si fort que le son a retenti comme un coup de feu. Rejeté. Asseyez-vous, avocat, a rugi le juge, le visage entièrement rouge de fureur sincère. Il a tourné son regard brûlant directement vers mes parents. Gabriel n'a même pas eu besoin de faire de plaidoirie finale. La vérité était entièrement nue. Mes parents ne voulaient pas seulement économiser de l'argent sur les factures médicales. Ils avaient activement calculé la valeur de ma vie par rapport à la valeur de ma mort. Ils voulaient me forcer à aller en soins palliatifs, obtenir qu'un médecin signe mon décès imminent et encaisser un chèque d'1 demi-million. Ils allaient utiliser mon argent du sang pour payer les frais de scolarité de Carter à l'Ivy League, son style de vie luxueux et leur propre réputation immaculée. Ils orchestraient un meurtre par négligence financière. Evelyn s'est enfouie le visage dans les mains, mais elle ne pleurait pas. Elle se cachait. Arthur fixait droit devant lui, complètement paralysé par l'exposition de sa propre cupidité monstrueuse. Le masque était définitivement tombé, et le monde entier a finalement vu les monstres qu'ils étaient vraiment. Avant que le juge Matthew ne puisse rendre son verdict, les lourdes portes en bois au fond de la salle d'audience se sont ouvertes. Tout le monde s'est retourné. Carter se tenait là. Il respirait lourdement comme s'il avait sprinté depuis le parking. Il ne ressemblait pas à l'enfant prodige aujourd'hui. Il avait l'air terrifié, épuisé, et remarquablement courageux. Il a marché droit au centre de l'allée, contournant complètement la table de mes parents, et s'est tenu derrière la petite barrière en bois séparant la galerie du parquet du tribunal. « Votre honneur » a dit Carter, sa voix tremblant violemment. « J'ai quelque chose à dire. J'ai des preuves. » David a immédiatement bondi. « Objection. Ce jeune homme n'est pas sur la liste des témoins. C'est très irrégulier. Je m'en fous. » Le juge Matthew a claqué son marteau, pointant sa masse sur David. « Je veux entendre exactement ce qu'il a à dire. »
Huissier, faites prêter serment au garçon. Carter a pris la barre. Il ne voulait pas regarder nos parents. Il gardait les yeux fermement fixés sur ses mains. Gabriel a reculé, laissant à Carter l'espace pour parler. Mes parents m'ont dit que Mason était en train de mourir, et que personne ne pouvait rien faire, a commencé Carter, sa voix gagnant un peu de force. Ils m'ont dit que l'hôpital le traînait en longueur juste pour vider mon fonds universitaire. Je les ai crus. Je les ai toujours crus. Mais après que Mason m'ait confronté à l'hôpital, j'ai commencé à creuser. J'ai écouté leur conversation. Carter a sorti son smartphone de sa poche. Tante Sarah est venue il y a 2 nuits. Il buvait du vin dans la cuisine. J'ai laissé mon téléphone enregistré sur le comptoir. Le juge Matthew a hoché la tête, instruisant l'huissier de prendre le téléphone et de le connecter au système audio du tribunal. Quelques secondes plus tard, l'audio grésillant et indéniable a rempli la pièce. C'était la voix de ma mère. David dit, nous devons juste jouer les parents en deuil. Le juge l'achètera une fois que l'ordonnance du tribunal sera refusée. L'hôpital sera forcé de le renvoyer. Nous le ramenons à la maison, appelons les soins palliatifs, et ce sera fini en 1 mois. Le versement de l'assurance sera clair la semaine après les funérailles. Nous pourrons enfin assurer l'avenir de Carter et en finir avec ce cauchemar. Puis, la voix de tante Sarah est intervenue. C'est une bénédiction déguisée, Evelyn. Mason a toujours été un enfant difficile. Tu fais juste le choix responsable pour le fils qui a réellement un avenir. L'enregistrement s'est arrêté. La dépravation absolue de leurs paroles planait dans l'air comme une fumée toxique. Planifier mes funérailles, assurer l'héritage, appeler ma mort une bénédiction déguisée. Evelyn a poussé un cri aigu et pathétique. Arthur a finalement brisé son silence, enfouissant son visage dans ses mains et sanglotant. Carter est descendu de la barre, des larmes coulant sur son visage et s'est dirigé vers ma table. Il n'a pas dit un mot, mais il a posé fermement sa main sur mon épaule. Il avait finalement choisi un camp. Le juge Matthew n'a pas eu besoin de délibérer. Il n'a même pas quitté le banc. Il a regardé mes parents avec un niveau de dégoût palpable. Au cours de mes 30 ans sur le banc, je n'ai jamais été témoin d'une manifestation d'abus parental plus ignoble, calculée et d'une cruauté à couper le souffle, a déclaré le juge Matthew, sa voix résonnant avec une autorité absolue. Vous n'avez pas seulement abandonné votre fils. Vous avez activement comploté pour tirer profit de sa mort agonisante. Il a frappé son marteau. J'accorde immédiatement la pétition d'urgence du plaignant pour une émancipation médicale et financière totale. Arthur et Evelyn, vous êtes entièrement privés de toute autorité légale sur Mason. De plus, j'ordonne le dégel immédiat du salaire de Mason versé sur le compte d'épargne santé familiale qui sera entièrement transféré à une fiducie indépendante. Je transmettrai également les transcriptions de cette audience ainsi que l'enregistrement audio et les documents d'assurance vie directement au bureau du procureur de district pour une enquête pénale complète sur la tentative de fraude à l'assurance et la mise en danger médical. C'est le moment qui change tout. Le moment exact où j'ai finalement repris le contrôle de ma vie des personnes qui voulaient la vendre. Merci beaucoup pour votre patience et d'être resté avec moi jusqu'à présent. Vous avez été absolument incroyable. Veuillez donner un j'aime à cette vidéo et commenter le numéro ainsi dessous pour me faire savoir que vous êtes arrivé jusqu'ici. Non seulement cela aide plus de gens à trouver cette histoire, mais cela me fait aussi savoir que mes expériences signifient vraiment quelque chose pour quelqu'un quelque part. Votre soutien est ma plus grande motivation pour continuer à partager le reste de ce voyage. Au moment où le marteau est tombé, le poids lourd et étouffant que j'avais porté pendant 24 ans a tout simplement disparu. Gabriel m'a serré l'épaule, un large sourire aux lèvres. Nous avions gagné. Nous avions complètement détruit leur façade parfaite. Gabriel m'a poussé en fauteuil roulant hors de la salle d'audience et dans le large couloir en marbre. L'adrénaline qui m'avait maintenu debout pendant l'audience s'effondrait rapidement, me laissant étourdi et nauséeux, mais je me sentais incroyablement léger. Avant que nous n'atteignions les ascenseurs, les lourdes portes de la salle d'audience se sont ouvertes derrière nous. Mason, s'il te plaît, attends. C'était Evelyn. Elle sprintait pratiquement dans le couloir, ses talons coûteux claquant frénétiquement sur le marbre. Ses cheveux parfaits étaient en désordre. Son maquillage maculé sur ses joues. Arthur la suivait de quelques pas, l'air complètement brisé, comme un homme marchant vers sa propre exécution. Gabriel s'est immédiatement placé devant mon fauteuil roulant,
levant une main ferme. C'est assez près, Evelyne. Le juge a rendu son verdict très clair. Evelyne l'a ignoré, tombant à genoux juste devant mon fauteuil roulant. Elle a attrapé mes mains fragiles, ses larmes imbibant ma peau. C'était la même performance dramatique exacte qu'elle avait donnée le premier jour à l'hôpital. Mais cette fois, le public n'y a pas cru. Mason, s'il te plaît, tu dois comprendre, sanglota-t-elle, sa voix résonnant bruyamment dans le couloir. Nous étions juste si terrifiés. La dette médicale, la pression, la peur de tout perdre. Nous avons paniqué. Nous avons fait une terrible, stupide erreur. Mais nous t'aimons. Tu es mon bébé. S'il te plaît, ne les laisse pas nous envoyer en prison. S'il te plaît, parle au procureur de district. J'ai regardé la femme qui m'avait donné naissance. J'ai cherché dans ses yeux toute trace de remords sincère, tout soupçon d'amour maternel réel, mais tout ce que j'ai vu était un animal désespéré, acculé, terrifié par les conséquences de ses propres actions. Elle ne pleurait pas parce qu'elle m'avait presque tué. Elle pleurait parce qu'elle avait été prise en flagrant délit. J'ai lentement retiré mes mains de sa prise désespérée. Vous avez planifié mes funérailles, maman, ai-je dit. Ma voix était calme, stable et complètement dépourvue d'émotion. Vous êtes restée assise dans votre belle cuisine à boire du vin, et vous avez calculé combien de jours il me faudrait pour mourir par suffocation afin de pouvoir encaisser un chèque. Vous n'avez pas paniqué. Vous avez comploté. Arthur s'est finalement avancé, sa voix craquant. Mon fils, s'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Nous pouvons payer les traitements. Nous pouvons vendre la maison. Annule juste le procureur de district. Je n'ai pas de père, ai-je répondu, le regardant directement à travers lui. Et je n'ai pas de mère. Je suis officiellement émancipé. Si l'un de vous tente de me contacter, de m'approcher ou d'interférer à nouveau avec ma vie, Gabriel vous fera arrêter pour violation de l'ordonnance restrictive que le juge Matthew est en train de signer. J'ai levé les yeux vers Gabriel et j'ai hoché la tête. Il a fait tourner mon fauteuil roulant et m'a poussé vers les ascenseurs. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai entendu Evelyne crier mon nom. Un son horrible, déchirant, suivi du lourd bruit sourd d'Arthur s'effondrant contre le mur de marbre. C'était le son de leur vie parfaite, riche, très soignée s'effondrant complètement. Et pour la première fois de ma vie, ce n'était pas mon problème à résoudre. Le retour à l'hôpital dans la camionnette de transport médical a été complètement différent du trajet aller. Le soleil perçait à travers les épais nuages d'hiver, projetant une lumière chaude et brillante sur les rues de la ville. J'étais épuisé jusqu'à l'os, mais mon esprit était complètement en paix. Quand Gabriel m'a ramené au service d'oncologie, les infirmières ont en fait arrêté ce qu'elles faisaient et ont applaudi. La nouvelle s'était vite répandue. Le docteur Elia m'attendait devant ma chambre, un grand sourire traversant son air habituellement sérieux. « Bienvenue, Mason », a dit le docteur Elia, tenant la porte ouverte pour moi. « Rebranchons-vous. Nous avons un cancer à tuer. » Je me suis de nouveau installé dans mon lit d'hôpital, et pour la première fois depuis des semaines, les draps stériles me semblaient incroyablement confortables. 1 heure plus tard, Wyatt, l'assistant social, est entré, portant un épais dossier. « Bonne nouvelle », a dit Wyatt, tirant une chaise et claquant le dossier sur mes genoux. Parce que le juge Matthew vous a officiellement émancipé et a documenté l'abus financier extrême, nous avons pu accélérer votre demande de Medicaid en vertu de la clause d'urgence de vulnérabilité. Elle a été approuvée il y a 20 minutes. J'ai fixé les papiers, les yeux larmoyants. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que vous ne devez pas un seul centime à l'hôpital pour quoi que ce soit à partir de maintenant, a expliqué Wyatt, sa voix remplie d'une chaleur sincère. Medicaid couvre la majeure partie des traitements, et la fondation d'aide caritative de l'hôpital a voté ce matin pour effacer complètement toutes les franchises restantes ou les frais à votre charge. L'argent récupéré de votre compte d'épargne santé volé est en sécurité dans une fiducie privée pour vos dépenses de subsistance. Quand vous partirez d'ici, vous serez entièrement libre financièrement. L'encre lourde et suffocante qui me traînait sous l'eau s'est finalement brisée. Je n'allais pas mourir à cause d'un paiement manqué. Je n'étais un fardeau pour personne. Christian, l'infirmier chef de service qui m'apportait des couvertures supplémentaires et me glissait du bon café depuis des semaines, est entré pour relancer ma perfusion. Il a soigneusement nettoyé le port, ses mains douces et précises. « Tu as bien travaillé aujourd'hui, gamin », a dit Christian doucement,
branchant la poche transparente de produits chimiques salvateurs. Tu as mené la bataille la plus difficile en dehors de ton propre corps, et tu as gagné. Maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est de nous laisser nous occuper du reste. Repose-toi. J'ai fermé les yeux alors que le liquide frais commençait à couler dans mes veines. Je n'avais plus à me battre contre ma famille. Je n'avais plus à regarder constamment par-dessus mon épaule ou à justifier mon existence. J'étais en sécurité. J'ai pris une profonde inspiration tremblante et, pour la première fois depuis le jour où j'ai été diagnostiqué, je suis tombé dans un sommeil profond, sans rêve, incroyablement paisible. 8 mois plus tard, le couloir de l'hôpital était rempli de médecins, d'infirmières et de membres du personnel souriants. Je me tenais au bout du couloir, mes cheveux commençaient à repousser en touffes épaisses et bouclées, une rougeur saine revenant enfin à mes joues. J'ai tendu la main et j'ai saisi la corde tressée attachée à la cloche en laiton fixée au mur. Je l'ai tirée fort. Le son clair et retentissant a résonné dans le couloir, suivi d'une explosion massive de cris et d'applaudissements. J'avais officiellement terminé mon dernier cycle de chimiothérapie. Ma dernière biopsie de moelle osseuse ne montrait absolument aucune trace de cellules leucémiques. J'étais en rémission complète et totale. J'avais littéralement vaincu la mort. Gabriel, Wyatt et le docteur Elia se tenaient tous au premier rang, applaudissant bruyamment. Mais la personne qui m'a fait le plus gros câlin était Chloé. Elle avait pris l'après-midi libre pour me conduire à ce dernier rendez-vous. La vie avait radicalement changé au cours de ces 8 mois. Utilisant l'argent récupéré de la fiducie familiale et les généreux dons GoFundMe que Chloé avait organisés, j'ai loué un petit, bel appartement ensoleillé de l'autre côté de la ville. C'était le tout premier endroit où j'avais jamais vécu qui me semblait entièrement le mien. Pas de meubles de seconde main, pas de marche sur des œufs, pas de peur. Au cours des dernières étapes, plus faciles, de ma convalescence, j'avais recommencé à travailler à distance. La société de logistique technologique avait été incroyablement solidaire. Chloé, qui était pratiquement devenue ma sœur officieuse, m'a aidé à naviguer dans la politique d'entreprise depuis mon ordinateur portable dans mon lit d'hôpital. Parce que j'avais continué à optimiser leurs algorithmes de chaîne d'approvisionnement tout en étant branché à l'hôpital, la direction a pris une sérieuse note. Une semaine avant que je ne sonne la cloche de la rémission, mon directeur m'a appelé. Non seulement ils m'ont réintégré à temps plein, mais ils m'ont également donné l'énorme promotion pour laquelle j'avais travaillé avant mon diagnostic. J'étais officiellement analyste principal des systèmes, avec une augmentation de salaire qui me garantissait de ne plus jamais avoir à me soucier du loyer ou de l'épicerie. J'avais construit la vie que j'avais toujours voulu, et je l'avais fait entièrement sans l'aide de mes parents. Pendant que ma vie montait en flèche, la vie de mes parents s'enfonçait violemment dans un abîme spectaculaire et bien mérité. Je ne me suis pas démené pour prendre de leurs nouvelles, mais dans notre monde hyperconnecté, les nouvelles voyagent vite, surtout quand il s'agit de personnes riches tombant en disgrâce. Le procureur n'avait pas pris la référence du juge Matthews à la légère car la police d'assurance traversait les frontières des États et impliquait une tentative de fraude à une institution financière majeure par mise en danger médical. L'enquête fut agressive et incroyablement publique. Des détectives s'étaient présentés au bureau de mon père avec un mandat de perquisition, saisissant ses ordinateurs et ses dossiers. L'humiliation publique fut absolue. Il fut immédiatement mis en congé administratif sans solde et peu après, il fut discrètement contraint de démissionner pour protéger la réputation de l'entreprise. Sans son salaire énorme, le fragile château de cartes sur lequel ils avaient bâti leur style de vie luxueux s'est complètement effondré. Les frais de justice pour se défendre contre les accusations de fraude étaient astronomiques. David, leur avocat habile, exigeait d'énormes honoraires qu'ils ne pouvaient plus se permettre. Pour éviter la prison, ils furent contraints à un accord de plaidoyer dévastateur qui les obligeait à payer des amendes massives et à accepter des années de probation fortement surveillées. La ruine financière fut absolue. La banque a saisi la maison de banlieue immaculée où j'avais grandi. Les abonnements au club de golf de luxe furent révoqués. Et l'ironie poétique ultime, la Porsche 911 noire qu'ils avaient achetée pour Carter fut brusquement reprise par le concessionnaire parce qu'il ne pouvait pas faire les énormes paiements mensuels. Le stress du scandale et l'écrasante dette ont brisé leur mariage. Des rumeurs d'un divorce amer et très contesté ont circulé dans la famille. Et tante Sarah, la femme qui les avait joyeusement encouragés à me laisser mourir et avait qualifié ma mort de bénédiction, a complètement rompu les liens avec eux dès que la police est intervenue, affirmant publiquement qu'elle n'avait absolument aucune idée de ce qu'ils planifiaient. Il ne leur restait rien. Pas d'argent, pas de statut, pas de maison,
et pas de famille. Ils avaient parié la vie de leur fils pour un gain financier, et ils avaient absolument tout perdu. Un samedi après-midi tranquille, on a frappé timidement à la porte de mon appartement. J'ai ouvert pour trouver Carter dans le couloir. Il avait l'air complètement différent. Les sweats à capuche de marque et les baskets chères avaient disparu. Il portait un t-shirt délavé générique, un jean bleu standard et un tablier vert foncé avec le logo d'un supermarché local imprimé sur le devant. Il avait l'air fatigué, mais ses yeux étaient clairs, dépourvus de l'énergie anxieuse constante qu'il avait l'habitude d'avoir. « Salut, Mason », a dit Carter, se déplaçant nerveusement d'un pied sur l'autre. « Je sais que je ne devrais pas me présenter comme ça, mais je voulais m'assurer que tu allais bien. J'ai entendu dire que tu avais terminé tes traitements. » J'ai reculé et j'ai ouvert la porte plus largement, lui faisant signe d'entrer. « Je vais bien, Carter. »« Entre. » Il est entré dans mon salon, regardant autour de lui les meubles simples et propres et la lumière du soleil qui inondait les fenêtres. Il s'est assis sur le bord du canapé, tordant les ficelles de son tablier. « Je ne suis pas allé à Columbia », a lâché Carter, fixant la table basse. Je me suis assis en face de lui, sincèrement surpris. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Le scandale a-t-il affecté ton admission ? » Non. Il a secoué la tête lentement. L'école ne l'a jamais officiellement retiré. Retiré ? Après l'audience du tribunal, après avoir entendu cet enregistrement audio de maman et tante Sarah, je n'ai pas pu le faire. Je ne pouvais pas faire mes bagages et aller vivre dans un dortoir de luxe à New York sachant que l'argent des frais de scolarité était censé être ton argent du sang. Ça m'a donné la nausée. Il m'a regardé, ses yeux pleins d'une étrange nouvelle maturité. J'ai déménagé le jour où la maison a été saisie. Je ne leur ai pas pris un sou. Je me suis inscrit au collège communautaire local et je travaille à temps plein au supermarché en bas de la rue pour payer mon propre loyer. C'est incroyablement difficile. Je suis épuisé tout le temps. Mais pour la première fois de ma vie, je me sens réellement propre. Je l'ai écouté, l'enfant prodige qui avait volontairement abandonné le trône. Il avait reconnu le cycle incroyablement toxique que nos parents avaient créé, et il avait choisi de le briser tout comme moi. Nous avions tous deux été victimes de leur terrible éducation, juste instrumentalisés de manière entièrement différente. J'étais le bouc émissaire et il était le trophée brillant. Mais assis ici dans mon appartement, nous n'étions que deux jeunes hommes essayant de comprendre comment vivre des vies décentes. Ça devient plus facile, lui ai-je dit, offrant un petit sourire sincère. Travailler pour sa propre vie. Ça devient beaucoup plus facile quand tu réalises que personne ne peut jamais te le reprocher. Carter a hoché la tête, un sourire hésitant se dessinant sur son visage fatigué. Nous avons passé les 2 heures suivantes à simplement parler, non pas du cancer ou de l'affaire judiciaire ou de nos parents ruinés. Nous avons parlé de son manager de magasin agaçant, de mes nouveaux projets de codage et de la terrible circulation en ville. Nous apprenions lentement et prudemment à être des frères pour la toute première fois. Avant que Carter ne parte ce soir-là, je l'ai accompagné à la porte. Alors qu'il mettait sa veste, il s'est arrêté, regardant une petite étagère dédiée que j'avais installée près de l'entrée de mon appartement. Sur l'étagère supérieure, parfaitement au centre, se trouvait le trophée de la foire scientifique en plastique délavé et légèrement rayé que j'avais ramené à la maison sous la pluie glaciale quand j'avais 8 ans. À côté se trouvait la lettre d'acceptation nette et parfaitement conservée du camp d'été de codage du MIT auquel je n'avais jamais pu assister. Et juste à côté, soigneusement encadré dans un simple bois noir, se trouvait l'ordonnance officielle du tribunal signée par le juge Matthew accordant mon émancipation médicale, juste à côté du document hospitalier immaculé déclarant ma rémission totale de la leucémie. Ce n'étaient pas de simples objets. C'était la preuve physique indéniable de ma survie entière. C'étaient les monuments à chaque fois que les personnes qui étaient censées me protéger farouchement m'avaient complètement abandonné et la preuve absolue que je m'étais agressivement sauvé. Quoi qu'il en soit, j'ai reculé et j'ai regardé ce petit sanctuaire. Il était si incroyablement différent du sanctuaire massif et odieux que mes parents avaient construit pour Carter dans leur salon toutes ces années. Le leur était un monument à leurs propres égos massifs, entièrement construit sur les attentes, la pression et le contrôle. Le mien était une célébration silencieuse et indéniable de la pure résilience. Cela prouvait que j'avais toujours valu la peine d'être combattu, même quand j'ai dû être la seule personne à me battre. La famille dans laquelle vous êtes né n'est rien d'autre qu'un accident biologique. La vraie famille n'est pas définie par l'ADN partagé ou les noms de famille.
La vraie famille est définie par les gens qui choisissent de rester à votre chevet quand les machines bipent. Ce sont les gens qui vous tendent une épée quand vous êtes trop faible pour soulever la vôtre. Ce sont les médecins, les travailleurs sociaux, les avocats incroyablement bruyants, les collègues qui vous connaissent à peine mais qui donnent quand même leur salaire. C'est à cela que ressemble réellement l'amour. Merci d'être resté et d'avoir écouté mon histoire. Je sais que c'était incroyablement lourd, mais j'espère que cela a résonné en vous d'une manière ou d'une autre. J'espère que cela vous rappellera que votre valeur n'est jamais déterminée par les personnes qui ne la voient pas. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation similaire où vous avez dû vous protéger farouchement des personnes les plus proches de vous? J'aimerais sincèrement lire vos histoires dans les commentaires.